bienvenue à tous, je suis Franck Payen et je suis accompagné de Johan Funs. Bonjour à tous, je suis UX designer. Et je suis directeur artistique et on vous rejoint pour la deuxième fois pour l'épisode 1, itération 2 des XD Fresh. La deuxième itération, en effet, sur notre petite liste de tâches. Ce qu'on va voir aujourd'hui, Franck, c'est justement les retours des tâches utilisateurs qu'on a pu avoir. Sur l'épisode précédent. Exactement, sur notre petit prototype qu'on avait fait. Ensuite, on va voir justement comment réintégrer un petit peu les retours de nos utilisateurs. Tout à fait. En conception, toujours, et on va passer par de la conception par le langage, pour montrer un petit peu à quel point ça peut être utile. Ce qu'on verra aussi, c'est qu'une fois qu'on a déterminé des éléments de langage à l'intérieur du contenu, eh bien, on va pouvoir les appliquer, travailler avec un directeur artistique, et du coup, rajouter une vraie touche graphique au contenu. Pour du design émotionnel, pour le coup. Et ensuite, on va refusionner tout ça au sein d'Adobe XD pour faire un nouveau prototype et le tester à nouveau, mais un prototype qui sera quand même beaucoup plus avancé, puisque là, il va être plutôt haute fidélité. Voilà. C'est parti ? C'est parti. Ok, alors on repart de notre prototype et au cours des tests utilisateurs, trois choses sont ressorties clairement. La première, c'est que la notion de tâche de peinture n'était pas très bien comprise, donc besoin de retravailler un petit peu le concept créatif. La deuxième chose, c'est que quand on rentre dedans, on arrive sur ici la chronologie et on a juste des tâches qui sont un peu éparpillées et les utilisateurs ne comprenaient pas trop parce qu'ils ont vraiment besoin de listes de tâches un petit peu thématiques ou en tout cas rattachées à quelque chose, et notamment on a eu la notion d'événement qui était assez importante, donc rattacher des tâches à un événement, c'est quelque chose qui peut être vraiment important pour beaucoup d'utilisateurs. Et la troisième chose qu'on a eue, c'est à la création d'une tâche. Un formulaire vide et pas de contextualisation, c'est pas très bien compris non plus. Donc rattacher justement la création d'une tâche à un événement ou quelque chose qui contextualise et avoir des bonnes valeurs par défaut va nous aider considérablement à améliorer notre interface d'application. Donc voilà, on va pouvoir justement maintenant commencer à améliorer notre produit. Alors, pour redesigner un petit peu notre prototype par rapport au retour utilisateur qu'on a eu, une bonne pratique est de partir du langage oral et écrit. Deux avantages à ça. Le premier, c'est que ça va inclure tous les devices, tous les appareils de type assistants vocaux, Google Home et d'autres. La deuxième chose, c'est que ça va vraiment inclure aussi dès le départ les gens qui ont des déficiences visuelles. Donc on va rendre notre outil beaucoup plus accessible avec ce genre de pratique. Donc on part vraiment de phrases, de langage oral et écrit, et on va décortiquer tout ça à travers la grammaire, le verbe, l'objet, le temps, les qualificatifs, et arriver à identifier pas mal de choses. Donc ça, c'est vraiment extrêmement pratique. Et surtout, on va en déduire ici une précision sur l'information qu'on va traiter au sein de l'application, qui va être plus importante, et là, notamment la hiérarchie entre les éléments. Je prends le cas de la tâche, mais on a vu au cours des retours que ça peut être rattaché à un événement, et avoir les propriétés de ces éléments-là permettent vraiment de décrire l'information et de savoir de quoi on parle et qu'est-ce qu'on va traiter au sein de l'application. Un autre petit truc pratique, c'est d'aller chercher sur schema.org la description sémantique de pas mal d'informations. Ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est un consortium qui définit justement les informations sur les données, et on va en extraire beaucoup de choses, et notamment ici les différents types d'événements. C'est un exemple sur les événements, les différents types d'événements qu'on va pouvoir traiter. Et si on prend le cas des actions ou pour les tâches, parce qu'on va assimiler une tâche à une action, on a aussi des typologies d'actions sur ce référentiel qui vont nous permettre de typer justement les tâches de type consommer, contrôler, créer quelque chose, trouver quelque chose, acheter quelque chose, transférer, actualiser. Donc pas mal de sémantique qui va nous aider à typer et à bien préparer l'information. Et l'information, elle va être traitée après de toute façon techniquement. Donc les ingénieurs vont pouvoir transcrire cette information sous une forme technique, comme ici c'est du JSON, qui est le format d'échange de données entre les logiciels informatiques. Très très intéressant. Et à quoi on arrive du coup? On arrive à quelque chose qui est de l'ordre du dialogue utilisateur et système, et c'est là où c'est vraiment intéressant parce que
on va pouvoir vraiment, comme une bande dessinée, hein, faire un vrai dialogue entre les deux et arriver à savoir comment rendre réellement le service, comment vérifier certaines informations aussi, et du coup faire un vrai dialogue entre l'utilisateur et notre système, ce qui nous permet, ce qui a énormément de vertus et d'avantages pour pouvoir concevoir notre outil. Donc c'est ce genre de dialogue qui va être extrêmement pratique pour bien concevoir et surtout, après, pouvoir associer au dialogue entre le système et l'utilisateur, en termes d'interaction, associer peut-être des interactions visuelles, ou en tout cas de l'information visuelle. Et c'est là où le langage visuel va être tout aussi important. On va commencer à faire du mood board, on va aller chercher ça aussi dans le design system. On va, donc notre design system, dans nos kits, dans nos bibliothèques, etc., tous les composants qu'on a à disposition. Et puis après, commencer à travailler sur la diversification et la différenciation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes les typologies de tâches que j'ai dans le langage sémantique de mon information, sur les tâches et les événements, il va falloir que je travaille sur une représentation visuelle. Et pour ce travail-là, justement, c'est le moment idéal pour faire travailler un artiste, un illustrateur, un photographe, n'importe quoi, ou travailler sur la diversité aussi des typographies qui vont, elles, aider à identifier différentes choses. Donc là, c'est vraiment le bon moment pour aller sur Behance, rechercher les gens, les artistes dont j'apprécie le travail et dont le travail correspond bien aux besoins que je vais avoir. Là, en l'occurrence, je vais faire appel à un illustrateur qui s'appelle Franck Payen et qui a son portfolio sur Behance et dont j'apprécie énormément le travail. Et donc, je vais avoir vraiment envie de travailler avec lui. Et donc, voilà. Alors, pour le projet qui nous intéresse, Johan, mon UX designer, m'a confié tout son prototype. Dans son prototype, on va avoir pas mal de choses à organiser, à remettre en place. Notamment, eh bien, il a prévu d'acheter des éléments, donc il va lui falloir des visuels pour ça. Et la décomposition de son dîner, le dîner en tant que tel, acheter les éléments, cuisiner les éléments et puis contacter les autres participants. Or, Johan est un très bon UX, il va être capable d'organiser tout ça, mais il va avoir besoin de matière. Et cette matière, en fait, on va aller la chercher directement sur le téléphone. Et en tant qu'illustrateur, eh bien, je suis allé lui préparer des petits contenus. Alors, les petits contenus que je lui ai préparés, je vais les utiliser sur mon smartphone. Je vais utiliser l'application qui s'appelle Lightroom Mobile. Cette application Lightroom CC, qu'on retrouve à la fois sur le téléphone et sur l'ordinateur de bureau, va me permettre bien de prendre en photo mes éléments. Ici, vous voyez en bas à droite, j'ai un tout petit bouton avec un appareil photo. Et en prenant en photo les éléments, eh bien, on va retrouver par exemple, hop, ici le contenu. Vous voyez, si je regarde de près, j'ai tracé rapidement, eh bien, à l'encre noire, j'ai ancré les éléments au-dessus d'un tracé bleu. Et je vais pouvoir tout simplement prendre ma photo, capturer donc mon image sur Lightroom CC, donc sur mon ordinateur de bureau. Je vais pouvoir lui demander d'aller éditer, d'aller modifier cette image. Alors évidemment, on va faire des modifications classiques de retouche photo. Ici, je souhaite avoir plutôt un format libre pour pouvoir avoir accès à l'ensemble de mon image. Et je vais pouvoir lui demander, eh bien, éventuellement, de faire de la retouche automatique, mais aussi d'utiliser ce qu'on appelle des profils. Et ces profils, ici, j'ai créé volontairement un profil bleu Inactini qui va me permettre de rattraper toutes les problématiques de lumière ici. Je vais pouvoir lui demander d'avoir peut-être plus de blanc dans les blancs et plus de noir dans les noirs. Et une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais tout simplement repasser sur ma photographie. Je vais pouvoir l'envoyer. Vous voyez, en haut, j'ai un petit élément qui m'indique que mes photos sont en cours de synchronisation. Je vais les récupérer directement sur mon bureau. Sur mon ordinateur de bureau, je vais avoir accès à plusieurs applications pour traiter ça. La première, ça va être Lightroom CC, sur laquelle je vais retrouver les différentes photographies que j'ai prises en compte, et je vais retrouver les mêmes réglages que ce que j'avais pu faire. Et du coup, ça va pouvoir être du traitement sur de la photo, mais ça va pouvoir être aussi du traitement sur du dessin. Ensuite, on va regarder si les photos sont chargées à l'intérieur de Photoshop pour les intégrer. À l'intérieur de Photoshop, je vais retrouver dans mes fichiers récents, en dessous, je vais retrouver les photos Lightroom. Et les photos Lightroom, en fait, vont correspondre à ce que j'ai récupéré depuis Lightroom CC. Et je vais donc pouvoir ouvrir assez facilement ces images.
Lorsque je vais ouvrir mes photos dans Photoshop, eh bien, je vais retrouver tous les réglages que j'avais effectués. Je me rends aussi compte que ça mériterait peut-être de faire un petit dégradé pour pouvoir modifier peut-être l'exposition ici dans les coins, qui n'était pas forcément terrible au départ. Je peux aussi lui demander, eh bien, sur l'ensemble des images, pourquoi pas, voilà, d'augmenter peut-être un peu le côté noir des tons foncés, plus clair, etc. Ouvrir mon image. Une fois que j'aurai ouvert mon image dans Photoshop, eh bien, il va falloir que je la partage avec mon UX. Et du coup, je vais utiliser les bibliothèques Creative Cloud et je vais retrouver la bibliothèque qui correspond à notre application de tâches. Là, on avait déjà un petit peu avancé, mais il va me suffire ensuite de prendre cet élément de base, éventuellement de refaire un recadrage pour savoir qu'on a assez de matière pour pouvoir travailler par la suite. Et cet élément-ci, eh bien, ce calque-là, je vais venir le glisser directement dans la bibliothèque. Et à partir du moment où elle est glissée et que je l'ai renommé, donc celui-ci, ça va consister à créer le dîner, donc je vais l'appeler dîner 2, et ce dîner 2, eh bien, il va pouvoir travailler, il va pouvoir l'intégrer directement dans son flow. Par la suite, eh bien moi, de mon côté, je pourrais tout à fait rouvrir le fichier en question, le dîner 2, et je pourrais éventuellement eh bien, lui rajouter, pourquoi pas, eh bien, un jus de couleur. Je vais pouvoir travailler exactement comme j'ai l'habitude de le faire à l'intérieur de Photoshop, choisir une couleur, choisir un traitement qui sera identique pour les différentes parties de mon image, etc. Une fois que j'aurai mis en place ces éléments, eh bien, elles seront répercutées, les corrections seront répercutées en direct sur son prototype, ce qui nous fera gagner énormément de temps et d'échanges. On va repartir de notre fichier XD pour pouvoir intégrer les jolies illustrations que m'a fait Franck. Et pour ça, on va faire une première chose, c'est qu'on va partir du rappel. Parce que c'est un peu l'objectif de ce genre d'application, c'est de nous rappeler les tâches qu'on a à faire. Donc on va partir de l'écran d'iPhone bloqué, et on va faire une jolie petite incrustation avec une nouvelle fonction qui permet de faire des transitions ou des incrustations avec un certain délai. Donc on va utiliser comme déclencheur l'heure, on va mettre un délai de 2 secondes, on va faire notre incrustation avec une transition de type fondu, et ça va nous simuler, en fait, au moment où je lance, alors on peut positionner notre incrustation au bon endroit, et une fois que je lance mon écran de prototype, on va avoir au bout de 2 secondes une petite transition fondue pour faire apparaître notre petite fenêtre de notification. Extrêmement pratique pour simuler certaines choses. Là, je vais changer la tâche qu'il y a dans la notification, et surtout, je vais pouvoir évidemment faire un lien, tisser un lien entre cette notification pour emmener l'utilisateur sur le bon écran. Et là, on va faire une transition standard avec un glisser vers la gauche, et on va voir que voilà, on lance notre prototype, on a notre petite notification, et on clique dessus pour atterrir sur l'événement dîner, dans lequel j'ai encore d'autres petites incrustations qui me permettent de simuler des... C'est les pseudo-animations, hein, c'est pas tout à fait de l'animation, mais on y est presque. Ensuite, on va repartir sur le design, et surtout je vais commencer à intégrer certaines autres illustrations que Franck m'a préparées, ce qui m'a fait des illustrations en noir et blanc qui symbolisent la tâche qui n'est pas accomplie, et en couleur aussi, et je vais aller chercher toujours ça dans mes bibliothèques Creative Cloud, où Franck m'a mis les différentes versions, et je peux remplacer les versions dans les symboles existants. Ça va impacter les autres symboles qui sont dans le parcours utilisateur, et ça va être vraiment très pratique pour pouvoir simuler plusieurs choses. Donc on voit qu'on a fait aussi plusieurs types de tâches, et pour chaque tâche, et c'est là où vraiment on essaye de mêler la forme et la fonction, de bien faire en sorte qu'elles soient complémentaires, on va avoir différents écrans qui symbolisent la tâche dans différents états, et surtout on va adapter en fonction du type de tâche à faire. Et bien là par exemple c'est pour acheter des choses, donc on fait une espèce de petite liste de courses où on voit qu'on peut rayer au fur et à mesure les éléments qu'on a déjà achetés, et on va faire la même chose sur d'autres choses. Alors là c'est pour contacter, et on va pouvoir faire aussi directement dans l'écran, avoir la fonction de contact natif par e-message ou par email, et donc ça c'est pareil, on peut vraiment mettre du natif pour faire ça. Et puis la dernière chose vraiment très pratique aussi, c'est que si on veut faire une version tablette, on a la nouvelle fonction de responsive resize ou redimensionnement réactif. Donc là on voit que si on redimensionne comme ça, ça marche pas très bien. Si on coche cette petite case là, de manière automatique, XD va comprendre qu'on veut faire une version réactive, comme ils disent, un redimensionnement spécifique, et ça fonctionne très bien sur tablette.
pour nous faire une variation qui va s'adapter et agrandir les éléments. On voit que si on passe en manuel, on peut gérer ce qu'on appelle les contraintes et fixer la hauteur, fixer en haut, à gauche, à droite, etc. Très pratique pour pouvoir décliner rapidement les différents écrans qu'on veut mettre dans le parcours utilisateur. Très bien. Alors, Franck, tu as vu que les tests utilisateurs, c'était quand même utile? Ah bah, c'était super important parce que nous, ça nous a permis en fait de donner des éléments de langage pour pouvoir construire la suite du redesign, de l'itération suivante de notre premier prototype. Et puis on a bien vu que faire des tests utilisateurs, ça impliquait de retravailler aussi, et on a vu qu'en effet, tes illustrations, elles donnent du sens, comme tu dis, et aussi elles vont aider à la compréhension de l'utilisateur, parce que l'état d'une tâche est représenté grâce à cette illustration, donc la valeur de la création, là, dans l'UX design, elle est vraiment très importante, et passer par les bibliothèques, en plus, ça facilite quand même bien les choses. Pour le coup, effectivement, non seulement on a compris, mais en plus, on a pu beaucoup plus facilement avancer d'une étape à l'autre, c'est-à-dire que j'ai pu lui donner d'abord la version en noir et blanc pour qu'il puisse faire ses placements, la version en couleur qui puisse l'intégrer, réfléchir aussi à diverses formes au sein de notre illustration, la version en couleur, noir et blanc, un petit peu de blanc dedans, etc. Donc ça a été vraiment hyper simple de pouvoir démarrer là-dedans. Et c'est pas séquentiel, on le voit, passer du design au prototypage, en fait on le fait continuellement tout au long du projet. Et on va pouvoir lancer du coup l'opus 2. Ah. Opus 2, itération 1, une application donc toujours sur ce tandem UX et DA. Toujours avec les nouvelles fonctionnalités d'XD, bien sûr, qui arrivent au fur et à mesure. Voilà, continuez de vous présenter un petit peu ce qu'il y a dans l'outil, peut-être des points sur lesquels vous n'auriez pas forcément porté toute votre attention. Et enfin, quel thème cette fois-ci ? Eh ben, ce coup-ci, on va s'atteler à une application, ou en tout cas le concept d'application, de carte, de plan, de map. Donc on va essayer de redesigner un petit peu ça, puisque ce qui est intéressant, c'est qu'on ne prend pas forcément le temps de le faire, parce que maintenant les applis de cartographie sont dans tous les systèmes d'exploitation, on redesign assez rarement ça, donc on va pouvoir s'amuser avec ça. Et ben c'est parti, allez, donc à la prochaine fois. À la prochaine fois et merci à tous.